Le sommet de la francophonie s'est terminé ce week-end à Kinshasa. Rendez-vous est donc pris pour le prochain sommet prévu à Dakar en 2014. L'Organisation internationale de la francophonie plaide pour que l'Afrique soit plus présente au Conseil de sécurité de l'ONU. L'OIF appelle les Nations unies à adopter des sanctions ciblées contre les responsables des exactions dans l'est de la RDC. Le Rwanda a émis des réserves sur cette demande. Un rapport de l'ONU avait mis en cause Kigali pour son soutien aux rebelles du M23 du côté du pouvoir à Kinshasa. On s'est réjoui. Écoutons Lambert Mende, porte-parole du gouvernement à Kinshasa. Un bilan très positif dans la mesure où ça a été d'abord un grand succès de participation avec presque toutes les délégations qui ont été représentées, même le Rwanda est venu. Au plan du fond, nous avons reçu avec beaucoup de reconnaissance une résolution concernant la solidarité de tous les participants, donc l'espace francophone, avec le peuple congolais victime de l'agression. Un soutien marqué à la proposition congolaise de voir être mise en œuvre une force internationale neutre aux frontières avec le Rwanda pour sécuriser la dite frontière. Et dans le communiqué final, c'est la partie concernant l'Est du Congo qui est le plus important point? Pour la RDC, c'est le point le plus important. Chacun qui vient à une réunion internationale a ses points de fixation pour la RDC, parce que c'est le défi le plus important auquel notre peuple se trouve confronté aujourd'hui. Les gens ont beaucoup parlé de la rencontre entre le président Kabila et François Hollande. On a même dit que la rencontre a été froide. C'est votre avis? Bon, nous pensons que nous n'avons pas à nous préoccuper de la température des rencontres. L'essentiel, c'est que le message passe. L'essentiel pour nous, c'est que notre président a bien démontré que la France-Afrique, c'était fini. La francophonie ne devait pas être une palissade pour dissimuler la France-Afrique. Il ne s'agit pas de profiter d'une réunion internationale pour venir donner des leçons aux Congolais, venir un peu comme un inspecteur vient dans une école, voir des enfants à l'école. Le président l'a dit. Est-ce que ça a plu? Est-ce que ça n'a pas plu? Ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour fixer les choses. Et en tout cas, ça n'a pas empêché Kabila Joseph d'être élu à l'unanimité président en exercice de l'Organisation internationale de la francophonie. Généralement, on dit que ce genre de rencontres ne servent pas à grand-chose. Est-ce que vous, à l'issue de ce sommet de la francophonie, vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits dans la mesure où notre préoccupation est partagée par un nombre beaucoup plus important d'États qui sont en même temps membres d'autres organisations où les décisions se prennent, que ce soit la conférence internationale de la région des Grands Lacs, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, qui est un membre important de l'Union africaine, et que ce soit finalement l'Organisation des Nations Unies, dont la France, par exemple, est un membre permanent. Nous savons que tous ces États vont peser maintenant à ces niveaux pour obtenir la réalisation de ce à quoi ils se sont tous librement engagés au sommet de Kinshasa. C'est quelque chose de très utile, sans parler bien sûr de retombées commerciales, touristiques et autres dont la ville a pu bénéficier avec cette présence de plus de 5 à 6 000 invités qui ont vécu avec nous, qui continuent d'ailleurs à vivre avec nous pendant un certain nombre de jours. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement à Kinshasa. L'opposition est aussi satisfaite car Étienne Tshisekedi, le leader de l'UDPS, a été reçu par François Hollande, le président français, à Kinshasa. La réaction de Joseph Kapika de la direction de l'UDPS. Notre message n'a pas été ignoré dans la mesure où il s'agisse d'abord de la délégation canadienne conduite par les deux premiers ministres, le fédéral et le provincial. Tous deux ont refusé de prendre langue avec Joseph Kabila au motif qu'il est mal élu. Et c'est ça que nous avions souligné. De deux, le président François Hollande, qui n'est pas de moindre, a bien dit le choix des peuples doit être respecté. Ce ne sont que des mots. Ce sont des mots, c'est de la non-violence qui ont leur place. Le président Abdou Diouf, le secrétaire général de la francophonie, à la fin de son discours, dit dans ces grands pays, etc., il y a des problèmes dont nous devons parler sincèrement et y apporter des solutions. Ce sont ces mots. Le président tunisien a ici le fait que tout ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas l'appui des peuples, ça ne sert à rien. Le président Macky Sall est intervenu, il a parlé de son expérience des élections au Sénégal. Et nous disons, notre message a été entendu. Et toute la presse du monde, pour une fois, parle de l'élection contestée de M. Joseph Kabila.
Nous étions contre le sommet, mais notre voix a été entendue. Oui, Étienne Tshisekedi a été reçu par François Hollande à la résidence de France. Quel était son message? Étienne Tshisekedi n'est pas allé pleurnicher pour demander une légitimité de la France et donc de la communauté internationale. Il a été élu par le peuple congolais, c'est de là qu'il tire sa légitimité. Il a parlé avec François Hollande de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo aussitôt qu'il prendrait ses fonctions en main. Parce que tous les Congolais savent qu'il a été élu, la communauté internationale aussi. Mais la tenue de ce sommet, c'est quand même une reconnaissance de Joseph Kabila par ses pairs. Pas du tout. Les Canadiens, François Hollande et même tous les chefs d'État africains ne sont pas venus légitimer Kabila. Ils l'ont dit, c'est un message clair. Je pense que Kabila doit regretter aujourd'hui d'avoir accepté que ce sommet se tienne à Kinshasa. Il le regrette amèrement. Qu'on vienne vous gifler dans votre pays, dans votre maison, il n'y a pas plus grave que cela. Alors, si Kabila doit regretter le sommet, est-ce que vous aussi vous regrettez d'avoir appelé à boycotter Kinshasa? Parce que finalement, vous avez pu faire passer votre message. Ah non. Nous n'avons rien à regretter parce que notre message a été entendu 5 sur 5. Oui, mais vous étiez contre ça. Nous étions contre ça, mais en tant que non-violents, nous avons laissé tout le monde décider librement. Joseph Kapika de la direction politique de l'UDPS à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les pays francophones se séparent donc avec un nouveau rendez-vous noté sur leur agenda, Dakar, en 2014. C'est la capitale sénégalaise qui accueillera en effet le 15e sommet de la francophonie dans 2 ans. Le rendez-vous de Kinshasa, lui, s'est refermé hier. Lors de la dernière conférence de presse, Joseph Kabila a répondu aux accusations. Selon le président congolais, son pays n'est pas du tout complexé par son niveau de démocratie. Le choix même de Kinshasa pour accueillir ce sommet a pourtant fait polémique. Des voix se sont élevés pour appeler au boycott après les élections contestées de 2011. Le président français a longuement réfléchi et consulté avant de se décider à se rendre à Kinshasa. Alors comment s'en est sorti Joseph Kabila? Élément de réponse avec notre correspondant à Kinshasa, Bruno Minas. Joseph Kabila avait failli récemment renoncer à accueillir le sommet de la francophonie. La guerre à l'Est, le coût qu'elle représente, offrait une bonne raison pour annuler la grand-messe francophone à Kinshasa. Mais quelques-uns de ses proches, à commencer par le ministre de la Communication, Lambert Mende, avaient réussi à convaincre Kabila de tenir ce rendez-vous. Les critiques sévères, peu diplomatique de François Hollande et du Premier ministre canadien, pointant le non-respect de la démocratie et des droits de l'homme, n'ont finalement pas tellement déstabilisé le président congolais. Joseph Kabila a même obtenu une résolution de l'OIF soutenant la RDC dans la guerre à l'Est. Le Rwanda a été montré du doigt. Cela a permis de dire que les grandes violations des droits de l'homme se passent à l'Est et ne peuvent donc pas être imputées au pouvoir de Kinshasa. Joseph Kabila, qui se garde toujours de désigner lui-même le Rwanda comme l'agresseur, utilise pour sa défense un fait historique. Le régime dictatorial de Mobutu a été balayé alors qu'il était soutenu par les Occidentaux, les mêmes qui critiquent le Congo d'aujourd'hui. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Avant la tenue de ce sommet, l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International avait appelé les participants à ne pas fermer les yeux sur la situation de la RDC. L'organisation dénonce la situation des droits humains et les violences dans l'est du pays. Aujourd'hui, Ashraf Sebaï juge le bilan positif. Elle est chargée de campagne pour la RDC à Amnesty International. Un bilan tout à fait positif. Notre objectif, c'était de faire de cette opportunité l'occasion vraiment pour les États francophones d'aborder la situation des droits humains, et notamment la question de l'opposition, les violences ayant émaillé les dernières élections à Kinshasa et les nombreuses entraves à la liberté d'expression de l'année dernière dans l'ensemble du pays. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement positif puisque les débats ont largement porté sur la situation des droits de l'homme, de la démocratie en RDC et sur la situation à l'est du pays, avec une des recommandations qui est assez importante et qui, si elle est suivie, espérons-le, fera l'objet vraiment d'un acte de pression supplémentaire pour les groupes armés, avec une demande claire que des sanctions soient portées contre les groupes armés, tout particulièrement les FDLR et le M23, qui commettent des exactions à l'est du pays. Ashraf Sebaï d'Amnesty International répondait à Sarah Tisser. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Fin du 14e sommet de la francophonie qui a réuni une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement pendant 2 jours à Kinshasa. Ce sommet a adopté une série de résolutions sur les crises africaines, mais les problèmes de non-respect des droits de l'homme et de la démocratie en République démocratique du Congo ont dominé la rencontre. Bilan avec notre correspondant sur place, Saleh Mwanamilongo. Le sommet de la francophonie s'est achevé par l'adoption de 5 résolutions, notamment sur la crise dans l'est de la RDC. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Kinshasa ont condamné les violations massives des droits de l'homme et du droit humanitaire dans l'est. Hormis le Rwanda, tous les États représentés ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter des sanctions ciblées contre tous les responsables des exactions commises, en pointant aussi bien les membres du M23 que les FDLR. Le 14e sommet de la francophonie s'est aussi penché sur la question des droits de l'homme et de la démocratie en RDC. Après un échange timide avec le président Joseph Kabila, le président français s'est entretenu avec les membres de l'opposition, dont le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. Celui-ci a dénoncé les multiples violations des droits de l'homme commises par les autorités. Sur Gré, vous allez voir toute la force qui a été utilisée justement pour empêcher que cette marche ait lieu. N'oubliez pas que nous sommes dans un soi-disant pouvoir, mais un pouvoir répressif qui ne font que ça. François Hollande a demandé à l'opposition congolaise de s'organiser. Je leur dis à l'opposition ce que je dis à tous les autres. Je leur ai dit, si vous voulez participer pleinement, rassemblez-vous. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Il y aurait 400 partis en RDC. 400 partis, à mon avis, c'est trop. C'est pas bon signe. Auparavant, le chef de l'État français avait inauguré la médiathèque Floribert Chebeya du nom du défenseur des droits de l'homme assassiné à Kinshasa en 2010. François Hollande, qui a honoré la mémoire de Chebeya, dit attendre l'issue du procès. Si nous faisons cela, c'est pour qu'il y ait un procès et que les auteurs présumés puissent être traduits devant la justice. Maître Mukendi Wamulumba, avocat de la famille Etchebeya, a salué ce geste du chef de l'État français. Les avocats ont l'habitude de beaucoup parler, mais aujourd'hui, ils ont un seul mot, c'est de vous dire merci, parce que votre présence, c'est d'abord manifeste l'intérêt que la France a manifesté à ce procès dès le départ. Et nous voulons seulement vous dire que le procès Chebeya, c'est un peu l'arbre qui cache une grande forêt. La forêt de l'indépendance, de l'exercice de l'indépendance des magistrats. À la clôture du sommet et pour répondre aux attaques de son homologue français, le président Joseph Kabila a assuré que son pays pratiquait la démocratie par conviction et non par contrainte. Selon lui, la RDC a d'ailleurs effectué des progrès substantiels en la matière. Saleh Mwanamilongo à Kinshasa pour la Deutsche Welle. Et la ministre française de la francophonie, Yamina Benguigui, est arrivée ce lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour une visite à caractère humanitaire qui devrait la conduire dans un camp de personnes déplacées par le regain d'instabilité dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Enfin, Yamina Benguigui s'est rendue dans l'est de la République démocratique du Congo hier. À peine le sommet de Kinshasa terminé, la ministre française chargée de la francophonie a rejoint Goma. Elle a notamment annoncé un don d'1 million d'euros au programme alimentaire mondial qui doit faire face dans cette région à un afflux de déplacés. Ils fuient les combats entre les rebelles du M23 et l'armée régulière. Depuis le mois de juillet, plus de 55 000 personnes sont arrivées dans ce camp, le camp de Kanya-Ruchinya. Le reportage de Charlotte Hydrac. Il pleut des cordes et le bord de la route n'est plus qu'une immense flaque de boue. Les déplacés sont arrivés ici spontanément, ils n'avaient pas le choix. Je suis de Kibumba. Il y a à peu près 17 km. Nous sommes arrivés ici dans la fête du mois de juillet, quand il y avait la guerre. On a eu peur. Ici, les déplacés sont abrités sous des bâches, il n'y a pas d'accès à l'eau, le camp n'est pas adapté à un tel afflux. Vous voyez comment nous logeons? Pas de lit, la cuisine, pas de charbon. Nous vivons comme des animaux. Pourquoi? On demande des renforts pour renforcer notre militaire. Depuis quelques semaines, il n'y a plus de combat entre l'armée et le M23, c'est le statu quo. Mais pour ces déplacés, pas question de rentrer. Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre. Ils se voient comme deux lions qui veulent se combattre. Si la guerre pouvait continuer et prendre une décision finale, ça serait mieux. Que nous sachions dans quel pied nous dansons. Rester entre les deux, c'est difficile. C'est rester entre l'enclume et le marteau. Alors entre le marteau et l'enclume, il n'y a que le camp de Kanya-Ruchinya, même si le M23 n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de là. Charlotte Hydrac, Goma, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Après sa visite à Kinshasa pour le sommet de l'OIF ce week-end, la ministre française de la francophonie, Yamina Benguigui, a annoncé une contribution de la France d'environ 1 300 000 $ au programme alimentaire mondial lors d'une visite lundi du camp de personnes déplacées de Kanya-Rouchinia, près de Goma, dans l'est de la RDC. Le PAM a dit avoir déjà acheté plus de 1000 tonnes de céréales avec ce don pour fournir notamment ce camp qui accueille environ 57 000 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants venant du territoire de Rutshuru, où le mouvement armé du M23 opère depuis mai dernier. Par ailleurs, Mme Benguigui a annoncé la signature d'une convention avec l'hôpital de Heal Africa, auquel a été remise la somme de quelques 547 000 $, ajoutant qu'un total d'environ 2 600 000 $ serait versé à des ONG de l'Est et d'autres régions de la RDC. La ministre française de la francophonie a rencontré le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, et visité l'hôpital de Heal Africa qui prend notamment en charge des victimes de violences sexuelles. Le point sur la situation des personnes déplacées dans le camp de Kanya-Rouchinia au Nord Kivu avec le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, Jean-Louis Ernest Kiaviro. Il y a eu encore 4 victimes de la foudre à quelques kilomètres de Goma, à l'ouest. Et la deuxième fois, nous, c'est le cas des victimes de la foudre. Rappelez-vous qu'il y a 5 jours, la foudre aux environs du camp de Kanya-Rouchinia a fait 9 victimes, 9 enfants qui étaient à l'école. Et cela est dû au fait que le camp de réfugiés de Kanya-Rouchinia, contre toute chance, n'a pas de paratonnerre. Et nous avons attiré l'attention du pouvoir central sur le fait que ce n'est pas normal d'acheter 60 voitures de luxe pour des visiteurs qui passeront 4 jours et avoir des déplacés de guerre à un lieu où il n'y a même pas de paratonnerre et qui coûte 200 fois moins cher. Alors à propos du camp de Kanya-Rouchinia, la ministre française de la francophonie, Yamina Benguigui... Elle avait l'air bouleversée par ce qu'elle voyait et ce qu'elle attendait, et surtout qu'on entend parler des femmes violées, on entend parler des enfants déscolarisés, on entend parler des personnes passant la nuit à la belle étoile. Elle a palpé du doigt les erreurs que disent nos sœurs chaque jour à cause justement de ces guerres et de ces groupes armés et aussi de la mauvaise gestion de la crise par certaines autorités nationales. Pour nous, ici à Goma, autant il faut mettre fin aux souffrances qui viennent de l'extérieur, autant il faut mettre fin aux erreurs et aux fautes qui ont permis ou facilité que l'extérieur puisse avoir accès à ces erreurs. Et donc, pour la population du Nord Kivu, cette question de force neutre, de renforcement des capacités ou d'élargissement du mandat de la MONUSCO sont certes importantes, mais nous devons d'abord renforcer les moyens de défense. Si aujourd'hui le M23 a occupé toute cette partie des Rutshuru, c'est parce que quand on a voulu attaquer les M23, la contre-attaque a été telle que nos forces ont reculé. Donc, nos forces doivent être renforcées. Tant que nous n'aurons pas résolu les problèmes internes et que nous allons tout mettre sur le compte de l'agression, les problèmes internes continueront et d'autres problèmes plus graves et plus tragiques risquent de revenir. Y a-t-il eu de nouvelles avancées en début de semaine du M23 ? Le M23 occupe une portion large du territoire de Rutshuru et il s'y déplace. La semaine passée, les unités du M23 se sont battues contre le FARDC dans les environs de Boussimba en territoire de Massissi. C'est ça la nouvelle la plus importante sur le plan militaire. La ministre française de la francophonie a notamment visité l'hôpital Heal Africa à Goma qui prend en charge des victimes de violences sexuelles. Pourriez-vous nous rappeler le travail de cet hôpital ? Heal Africa est la seule organisation qui est à jour la situation des femmes violées. L'Africa est l'endroit où on amène rapidement et on soigne efficacement les victimes de toutes sortes d'exactions. Et ces coups de pouce donnés à l'Africa par la ministre française est vraiment le bienvenu pour nous, habitants du Nord Kivu. Ce que nous voulons dire, nous, c'est qu'il n'y ait plus de trafic d'armes. Parce que les armes qui tuent ici sont fabriquées pas en Afrique. Il faudrait arrêter les robinets là où on fabrique ces armes. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, Jean-Louis Ernest Kiaviro, nous parlait de Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Le Rwanda et l'Ouganda sont de nouveau sur la sellette. Selon un nouveau rapport confidentiel attribué à un groupe d'experts des Nations Unies, Kigali et Kampala continuent de soutenir les rebelles armés du M23 dans l'est de la RDC. Le rapport fait suite à la mort d'un soldat des casques bleus de la MONUSCO, tué à la suite d'un raid. Vous nous en dites plus, Bob Barry. Oui, Sébastien, ce document de 44 pages reste pour l'instant confidentiel, vous l'avez dit. En revanche, selon les informations dont nous disposons, ce rapport confirme tout de même le soutien qu'apportent l'Ouganda et le Rwanda aux rebelles du M23. En ce qui concerne spécifiquement l'Ouganda, il ressort clairement dans le rapport que ce n'est pas Kampala qui est directement impliqué dans le conflit dans le Nord Kivu. Ce sont surtout quelques personnalités anonymes, dont certaines proches du pouvoir central et des hommes d'affaires ougandais qui appuieraient les rebelles du M23 avec pour seul but de tirer profit de l'exploitation du minerai congolais. Du moins, c'est l'avis de Magloire Paluku, il est directeur de la radio Kivu 1. L'Ouganda est divisé en deux pour ceux qui appuient et ceux qui n'appuient pas. Par exemple, la dernière fois que les militaires ougandais ont fait incursion dans le territoire du retour en République démocratique du Congo, c'était une certaine catégorie de militaires. Mais au Rwanda, c'est tout à fait différent. C'est la tête, Paul Kagame lui-même et ses ministres qui font ces affaires-là. En ce qui concerne l'implication du Rwanda, le groupe d'experts des Nations Unies répète ce que l'on sait déjà. Le nouveau document accuse sans détour Kigali de violer l'embargo de l'ONU sur les armes en RDC en soutenant directement le M23. Les experts onusiens accusent également le gouvernement de Paul Kagame de recruter des enfants soldats tout en encourageant les défections au sein des forces armées de la RDC. Enfin, Kigali est indexé pour la fourniture d'armes, de munitions, des conseils politiques et la mise en disposition des rebelles du matériel de renseignement. Si pour l'instant aucune réaction officielle de Kampala n'a été faite, par contre, les diplomates rwandais à l'ONU ont dénoncé, eux, à leur tour, les méthodes de travail du groupe d'experts. Et la MONUSCO l'annonça à l'instant, 6 casques bleus ont été blessés dans une embuscade près de la frontière entre la RDC justement et l'Ouganda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La réalité est beaucoup plus complexe et mitigée, comme en RDC où à l'Est, les populations n'en finissent pas avec la terreur semée par les groupes armés. Au Nord Kivu, ce sont 5 civils qui ont été tués et au moins 6 casques bleus blessés lors d'une double embuscade tendue hier par des présumés FDLR à Buganza. Le récit d'Évariste Maomba de Radio Okapi. Les 5 civils tués sont tous des revendeurs de poissons qui font ces trafics à vélo. Selon des témoins dans la région, les victimes partaient s'approvisionner à Nyakakoma, au bord du lac Édouard. Arrivés à Buganza, village situé entre Nyamilima et Chacha, ces derniers ont subi des tirs nourris venus de toutes les directions. Tous sont morts sous les champs. Selon toujours ces sources, une patrouille de casques bleus de la MONUSCO arrivée sur les lieux du drame est tombée dans l'embuscade de ces assaillants qui ont ouvert le feu sur eux. Il s'en est suivi un échange de tirs entre les deux forces pendant environ 30 minutes. Selon les mêmes sources, ces accrochages ont fait 7 blessés côté MONUSCO, notamment 6 casques bleus et un interprète. Selon les sources médicales, 6 ont été évacués sur Goma hier la nuit, tandis que le dernier vient d'y être dépêché ce matin. Des habitants dans la région précisent que les corps des civils restent encore abandonnés sur la route à Buganza. Selon eux, les familles des victimes craignent aussi d'être pris pour cible. Un papier signé Évariste Maomba. L'insécurité et la violence font perdurer la pauvreté contre laquelle le monde entier se mobilise aujourd'hui. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Son témoignage avait d'abord été révélé par le réalisateur belge Thierry Michel. Paul Mouilamboué a accepté cette fois de s'exprimer sur notre antenne. C'est une exclusivité RFI France 24. Ce policier congolais affirme avoir assisté à l'assassinat de Floribert Chebeya. C'était en juin 2010 à Kinshasa. Le militant des droits de l'homme a été, selon lui, étouffé avec des sacs plastiques dans les locaux de l'inspection générale de la police. À l'extérieur, le corps sans vie de son chauffeur a été retrouvé dans la voiture. Paul Mouilamboué affirme que le commanditaire
l'auteur des meurtres est le général John Numbi, qui aurait agi sur ordre de la présidence. Le chef de la police de l'époque n'a jamais été inculpé dans cette affaire. La haute cour militaire doit d'ailleurs se prononcer mardi prochain sur son éventuelle mise en cause. Le policier vit depuis plusieurs mois dans la clandestinité dans un autre pays africain. RFI a donc pu le rencontrer. Vous retrouverez son interview à la fin de ce journal. Ce sera dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, voici la réaction du porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication. Lambert Mende dénonce un témoignage qui ne tient pas la route. Nous voulons réagir à cette espèce de récit arrangé qui ne nous paraît pas très éloigné d'un véritable lynchage médiatique. Parce que ce fameux témoin gênant qui ne se confie pas à la justice, qui fuit la justice de son pays, mais ne se confie qu'à des médias français, c'est assez suspect pour nous après ce qui s'est passé au sommet de la francophonie. Il n'a pas entendu le général Numbi donner des ordres, il n'a pas vu le général Numbi, il aurait vu quelqu'un qui aurait vu le général Numbi, qui aurait dit que le président Kabila aurait donné des ordres. Même devant un petit juge de quartier, ça ne tient pas la route et nous nous étonnons que l'on donne quelque consistance que ce soit à de tels témoignages qui ne sont pas du tout judiciaires, c'est des événements médiatiques peut-être, mais qui ne peuvent pas permettre d'aller jusqu'à attenter à l'honneur d'un pays, à l'honneur d'un chef d'État dont on ne voit pas ce qu'il vient faire dans cette affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya, sinon la volonté d'utiliser ce drame pour déstabiliser les institutions congolaises. Le porte-parole du gouvernement congolais répondait à Isabelle Jameau. On reste en République démocratique du Congo, où des experts des Nations Unies rapportent que le Rwanda et l'Ouganda continuent de soutenir les rebelles du M23. Dans leur note, ils précisent que Kigali viole l'embargo sur les armes et facilite les désertions dans les rangs de l'armée régulière. Sur le terrain, au Nord Kivu, c'est le statu quo. Depuis quelques semaines, la ligne de front est figée et les combats ont cessé. Dans cette région, les femmes sont les premières victimes du conflit. Victimes d'un fléau, les violences sexuelles. Elles sont imputables aux groupes armés, mais pas seulement. 5000 cas ont été recensés depuis le début de l'année par l'hôpital Heal Africa de Goma, qui accueille gratuitement les victimes. Charlotte Hydrac s'y est rendue pour RFI. Elle a 11 ans, les cheveux très courts, un pull bleu clair. Elle parle le regard dans le vide et la tête tournée vers le côté. C'était un voisin et c'était un dimanche à Massissi. Elle dit qu'elle était à la maison. Cet homme était venu le prendre par force et partir avec elle chez lui. Il a fait ce qu'il a voulu faire sur elle. Et après, il a pris fuite. 3 ans plus tard, le violeur n'a toujours pas été inquiété. Alors par peur, la petite fille et sa mère restent ici et elle voit arriver de nombreuses victimes en provenance de leur région. Hortense Chumba est conseillère à Heal Africa. Il y a tant de femmes qui viennent et des filles qui disent qu'ils ont été agressés par les soldats. Et à partir des questions qu'on va leur poser, quel militaire, il portait l'arme, il portait la tenue, il parlait quelle langue. C'est à ce moment-là qu'on va découvrir que c'est un militaire M23 ou bien un militaire congolais ou bien un militaire rwandais. C'est ça. Les femmes premières victimes des combats, pour Virginie Moubéré qui travaille à l'hôpital depuis sa fondation, l'histoire se répète. Si la guerre cessait, on peut attaquer maintenant comment laver les cerveaux pour que le cycle s'arrête. Paix, paix, nous voulons seulement la paix, la paix, la paix. Charlotte Hydrac, de retour de Goma, RFI. Idriss Déby Itno était de passage à Kinshasa hier. Le président tchadien s'est entretenu avec son homologue congolais Joseph Kabila. À noter que cette rencontre et cette visite dans la capitale congolaise intervient 2 jours après la fin du sommet de la francophonie. Un sommet auquel Idriss Déby a refusé de participer après les vives critiques formulées par François Hollande, le président français. Les relations ne sont pas au beau fixe en ce moment entre Paris et N'Djamena, Guillaume Thibault. Début octobre, l'Élysée cale un rendez-vous prévu le 8 avec Idriss Déby. Dans sa logique de faire respecter les droits de l'homme sur le continent africain, le président français demande un geste de N'Djamena dans le dossier sensible d'Ibni Oumar Mahamat Saleh. La France veut que la justice tchadienne et le comité de suivi mis en place se mettent au travail pour que l'enquête sur cet opposant politique disparu début 2008 ne soit pas définitivement enterrée. Réaction d'Idriss Déby,
le silence. Silence qui semble agacer François Hollande puisqu'il choisit d'annuler au dernier moment le rendez-vous. Officiellement, son agenda est trop chargé. Déby se braque à son tour, décide, sans l'annoncer officiellement, de boycotter le sommet de la francophonie, puis d'enfoncer le clou en organisant une courte escale à Kinshasa ce mardi, alors qu'il quitte l'Afrique du Sud pour rentrer au pays. Événement rarissime, Joseph Kabila se déplace à l'aéroport pour ce tête-à-tête qui ne passera sûrement pas inaperçu à Paris. Idriss Déby, après Blaise Compaoré, qui a déclaré dimanche: ce qu'il manque à la France, c'est de connaître les réalités africaines et de les prendre en compte. François Hollande, même s'il veut tout dire partout, ne peut néanmoins pas se passer de deux présidents impliqués à haut niveau dans la résolution de la crise malienne. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, 6 casques bleus ont été blessés lors d'un échange de tirs mardi avec des hommes armés non identifiés près de la frontière ougandaise entre Nyamilima et Ishaha, a indiqué la MONUSCO sans donner d'autres précisions. Cette zone est disputée en raison de l'existence de mines de coltan exploitées par les milices armées. D'autre part, et selon l'agence Reuters, un nouveau rapport non publié d'un groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU indique que le ministre de la Défense du Rwanda, le général James Kabarebe, est au sommet de la pyramide de commandement du M23, un groupe armé composé de mutins qui opère dans l'est de la RDC. Les précisions de Nathalie Barge. Le déserteur de l'armée congolaise Bosco Ntaganda, qui est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, fait partie de la chaîne de commandement de cette rébellion contrôlant plusieurs localités en territoire de Rutshuru. Le rapport dit que le Rwanda et l'Ouganda, qui ont démenti ces allégations, continuent de soutenir les rebelles en leur fournissant des armes et auraient envoyé des troupes pour appuyer les insurgés dans une attaque meurtrière contre des casques bleus. Les experts qui ont remis le rapport au comité des sanctions du Conseil de sécurité précisent que des unités conjointes des armées rwandaises et ougandaises ont appuyé le M23 dans une série d'attaques en juillet 2012 pour prendre le contrôle des principales villes de Rutshuru et de la base militaire congolaise de Rumangabo. Ce texte de 44 pages, beaucoup plus détaillé que celui du mois de juin dernier, affirme que le M23 a accru le recrutement des enfants utilisés pour combattre, de même que les exécutions sommaires des recrues et des prisonniers. Il est ainsi reproché au gouvernement rwandais de violer l'embargo onusien sur les armes, de faciliter le recrutement également sur le sol rwandais et d'encourager la défection au sein de l'armée congolaise. Aussi, la rébellion est alimentée par le milieu des trafiquants de minéraux et métaux précieux qui exploitent les mines de l'Est de la RDC pour le compte du Rwanda. Le 29 août dernier, le ministre congolais des Mines, Martin Kaboueloulou, avait demandé que le Rwanda soit frappé d'embargo sur les minerais pillés en RDC. En 2011, le Rwanda a rapatrié au Congo plus de 80 tonnes de minerais de contrebande qui avaient été saisis par les douaniers. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La diffusion hier sur notre antenne de l'interview de Paul Mouilamboué provoque de nombreuses réactions à Kinshasa. Oui, vous avez pu l'entendre hier sur RFI. Ce policier congolais dit avoir assisté à l'assassinat de Floribert Chebeya. Selon lui, le militant des droits de l'homme a été tué sur ordre du général Numbi, qui lui-même aurait reçu des consignes de la présidence. Le gouvernement congolais conteste la sincérité de ce témoignage et s'insurge contre la mise en cause du chef de l'État. Les défenseurs des droits de l'homme, eux, voient en ce récit un moyen d'obliger la justice militaire à poursuivre les vrais coupables. À Kinshasa, la correspondance de Bruno Minas. Les partis civils sont persuadés que ce témoignage de Paul Mouilamboué provoquera un électrochoc chez les juges de la haute cour militaire et elles espèrent que les juges ne pourront que convoquer le général Numbi au procès. Doli Ibefo, le successeur de Chebeya, à la tête de la Voix des Sans-Voix. La justice pourra le faire, nous espérons. Mais s'il ne le fait pas, donc on comprend, notre justice perd toute sa crédibilité.
Le porte-parole du gouvernement parle, lui, d'un témoignage indirect, sans valeur juridique, par lequel une pression est exercée sur la justice. Selon Lambert Mende, le gouvernement ne laissera pas passer les accusations, notamment contre le chef de l'État. Notre président n'a pas commis un crime. Nous n'acceptons pas que quelqu'un prétende qu'il a commis un crime parce qu'on veut lui faire payer d'autres positions qu'il prend en sa qualité de chef d'État, chef d'un État souverain. Nous ne nous laisserons pas faire. Et ceux qui font cela dans les médias publics français, pour autant qu'ils veulent collaborer avec ce pays, risquent d'avoir à le regretter. Le procès en appel de l'affaire Chebeya reprendra mardi prochain. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Kinshasa qui par ailleurs réclame des sanctions à l'encontre du Rwanda et de l'Ouganda. Les autorités congolaises attendent des Nations Unies qu'elles punissent les noms cités par leurs experts en République démocratique du Congo. Dans leur rapport, ils affirment que Kigali et Kampala continuent de soutenir la rébellion du M23 dans l'est du pays, malgré les démentis officiels. La version précédente des experts, publiée en juin, soulignait surtout le rôle du Rwanda. Cette fois, l'Ouganda est également sur la sellette et les responsabilités sont précisées. Olivier Roger. Le groupe d'experts de l'ONU persiste et signe après le rapport de juin dernier qui pointait le rôle du Rwanda dans le soutien aux rebelles congolais du M23. Le rapport du mois de septembre, dont l'agence de presse Reuters a consulté une copie, va plus loin, apportant de nouveaux détails. Il accuse notamment le général Kayonga, le chef d'état-major rwandais, d'avoir donné des instructions directes aux rebelles du M23 sur ordre de James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense. Par ailleurs, le rapport met l'accent sur le rôle supposé de l'Ouganda, accusé tout comme Kigali d'avoir fourni des hommes et du matériel militaire en soutien au M23. L'Ouganda se voit par ailleurs reprocher de laisser la branche politique du M23 agir depuis son territoire. En mettant ainsi l'accent sur le rôle de l'Ouganda, les experts de l'ONU révèlent l'ambiguïté du jeu joué par Kampala, qui se targue d'être un facilitateur dans la crise au Nord Kivu, notamment à travers la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Kinshasa réclame désormais des sanctions contre les responsables rwandais et ougandais cités dans le rapport. Il semble donc que l'Ouganda aura désormais du mal à jouer un rôle de premier plan dans la crise. Kampala souhaitait la mise en place d'une force neutre au Nord Kivu, alors que Kinshasa plaide pour que ce rôle de force neutre soit dévolu à la MONUSCO. La MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, elle dénonce une attaque préméditée, ciblée et délibérée dans la nuit de mardi à mercredi. 6 casques bleus indiens et un interprète congolais ont été blessés entre Nyamilima et Ishasha, près de la frontière ougandaise. Un bataillon s'apprêtait à sécuriser une zone après la découverte de 4 corps de civils quand il a été attaqué. Ces violences qui frappent l'est de la République démocratique du Congo, des évêques tentent d'y mettre un terme en s'attaquant au financement des milices. Oui, c'est-à-dire à l'exploitation des mines par ces groupes rebelles. Les nombreuses milices qui sévissent dans la région sont souvent accusées de profiter du trafic de minerais précieux. Monseigneur Njomo Lola, évêque de Tchumbe et président de la conférence épiscopale, a donc entrepris une tournée aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne pour convaincre ces pays d'adopter une législation imposant la mention de la provenance des minerais. Les États-Unis ont déjà adopté un texte en ce sens qui devrait produire des effets dans les mois à venir. Monseigneur Njomo Lola s'en félicite. Ce que nous avons essayé de faire, c'est entrer en contact avec certains pays, notamment les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. L'objectif pour nous, c'était que ces pays puissent prendre des lois, qui puissent instaurer une réglementation, qui puisse faire en sorte que ces minerais, une fois sortis du Kivu, avant d'être achetés, moyennant des certifications, que les compagnies sachent d'où qu'elles viennent et voir si ces minerais ne sont pas liés à la violence. Nous avons travaillé beaucoup avec le Congrès américain pour que la fameuse Security Exchange Commission, SEC, puisse établir des régulations qui permettent aux compagnies de vérifier pour savoir si les minerais viennent de cette région et sont des minerais qui alimentent la violence ou pas. C'était l'évêque de Tchumbe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ce soir, la RDC, Roger Miss, le chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a dénoncé l'attaque sur les forces de maintien de la paix. Dans la nuit de mardi à mercredi, des soldats de la MONUSCO sont tombés dans une embuscade. Plusieurs d'entre eux ont été blessés. L'incident a eu lieu à 2 km au nord de Bouganza, dans le nord Kivu. Écoutez Manoy Munumbai, le porte-parole de la MONUSCO que j'ai joint au Congo. Nous
nous avions une patrouille dans la région de Niamey-Lima. Donc, c'était une patrouille normale. Vers 22h, une de ces patrouilles composée de 18 personnes rentrait donc à sa base et tombait dans une embuscade. Vers 23h30, et à cette occasion, 7 personnes ont été blessées. 6 militaires du contingent indien et l'interprète congolais qui les accompagnait. Est-ce qu'on sait qui sont les auteurs? Nous ne le savons pas encore. Nous avons ouvert une enquête et nous essayons de déterminer exactement, parce qu'il y a plusieurs groupes qui sont dans ce secteur, qui est à la base de cette attaque. Et quel peut être l'impact sur la mission de la MONUSCO au Nord Kivu? Dans tous les cas, vous savez que nous ne pouvons pas nous laisser décourager par ce genre d'attaque. Nos éléments continuent toujours à faire des patrouilles dans cette zone. Cela ne va en rien changer notre mode opératoire ni réduire nos actions dans cette zone. Et donc votre dispositif reste le même? Oui, le dispositif reste le même. En ce qui concerne cette attaque, bien entendu, c'est une attaque que le représentant spécial du secrétaire général en République démocratique du Congo a dénoncé avec force. Et comme vous le savez, les casques bleus, ce sont des soldats de la paix et toute attaque délibérée de ce genre contre les casques bleus constitue une crime de guerre. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas pris à la légère au niveau des Nations Unies. Et qu'est-ce que vous faites des menaces du M23, le M23 qui menace de reprendre les combats? Écoutez, nous avons nous-mêmes entendu ces déclarations. Bon, nous en avons pris note. Nous avons mis en place un dispositif pour la protection des civils et nous allons continuer à maintenir ce dispositif. Manoy Mounoubaï, le porte-parole de la MONUSCO au Congo. Pour sa part, la RDC demande des explications à l'Ouganda et au Rwanda suite à un rapport confidentiel des Nations Unies accusant le Rwanda et l'Ouganda de continuer à armer les rebelles du mouvement M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le rapport affirme aussi que la chaîne de commandement de facto du M23 inclut le général Bosco Ntaganda et qu'elle a à sa tête le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe. Le Rwanda et l'Ouganda ont toujours démenti les accusations de soutien à la rébellion du M23. Pour leur part, les rebelles du M23 nient tout soutien étranger à leur cause. Nathalie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'Assemblée générale des Nations Unies élit aujourd'hui 5 membres non permanents qui doivent siéger au Conseil de sécurité pour 2 ans. Plusieurs candidats sont en lice et à l'heure où je vous parle, les votes sont toujours en cours. Alors Christina Silvero, vous êtes avec moi en studio et vous avez suivi les votes à l'Assemblée. En effet, l'Assemblée générale a élu ce matin l'Argentine, l'Australie et le Rwanda pour occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Pour départager les autres États candidats aux 2 autres sièges non permanents à pourvoir, l'Assemblée a dû procéder à un deuxième tour restreint. Restent donc en lice la Finlande et le Luxembourg pour le siège du groupe des États d'Europe occidentale et autres États et le Cambodge et la Corée du Sud pour le siège réservé à la région Asie-Pacifique. Il faut savoir que le Conseil est composé de 5 membres permanents, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Fédération de Russie, dotés du droit de veto, et de 10 membres non permanents sans droit de veto, répartis dans 5 groupes régionaux, à savoir 5 États d'Afrique et d'Asie, 1 d'Europe orientale, 2 d'Amérique latine et 2 États du groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Les pays qui quitteront le Conseil en décembre sont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Colombie, l'Inde et le Portugal. Les 5 autres membres non permanents du Conseil, dont le mandat de 2 ans expirera à la fin de l'année 2013, sont l'Azerbaïdjan, le Guatemala, le Maroc, le Pakistan et le Togo. Et fillettes. Et l'on reparle des exactions des droits de l'homme et des femmes dans les conflits par les groupes armés, notamment à l'est de la RDC, et l'appel de Jean-Claude Katende, président de la branche RDC de l'Association africaine de défense des droits de l'homme au gouvernement congolais pour mettre fin à la trêve avec les M23 à l'est du pays, les M23 qui sèment la terreur, puis tuent et prennent pour cible les populations civiles. Écoutez. Il faut absolument que le gouvernement mette fin à cette trêve et attaque les mouvements rebelles pour les déloger. Des deux, de prendre une décision rompant les relations diplomatiques avec le Rwanda. Cela va être un signal fort
que le gouvernement désapprouve l'agression que le Rwanda dirige contre notre pays. Aux pays occidentaux qui ont pris la décision de suspendre leur aide au Rwanda pour que cette suspension ne soit pas levée, elle continue jusqu'à ce que le Rwanda se désengage de la République démocratique du Congo. Et enfin, son Conseil de sécurité, qu'il prenne des sanctions ciblées contre tous les responsables rwandais qui sont engagés dans la guerre à l'est du pays. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo a demandé hier des explications à l'Ouganda. Kinshasa confronte son voisin sur son soutien supposé au groupe rebelle qui sème le trouble dans l'est de la RDC. Cette exigence de Kinshasa fait suite au dernier rapport confidentiel de l'ONU indiquant que l'Ouganda et le Rwanda soutiennent toujours militairement les rebelles du M23. Outre une explication de l'Ouganda, le gouvernement congolais souhaite connaître la position ougandaise sur certains fonctionnaires cités dans le rapport. Rappelons que l'Ouganda et le Rwanda ont tous deux nié soutenir le M23. Le Rwanda, qui a été élu hier membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, malgré ce rapport, en même temps que l'Argentine, l'Australie, la Corée du Sud et le Luxembourg. Ces 5 nouveaux membres siégeront pour un mandat de 2 ans à partir du 1er janvier. Ils remplaceront l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Colombie, l'Inde et le Portugal. Démocratique du Congo, suite au dépôt d'une motion de défiance contre lui en juillet dernier, le ministre de la Défense congolais répondait hier à des questions des députés, notamment sur sa façon de gérer la crise militaire dans l'est du pays. La motion signée par 60 députés avait été déposée en procédure d'urgence par le député de l'opposition Albert Fabrice Puella. Elle fait suite à la dégradation de la situation sécuritaire au Nord Kivu, où les rebelles du M23 occupent plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Le ministre de la Défense, Louban Tambo, avait déjà été entendu à huis clos à l'Assemblée nationale en juin sur la mutinerie des officiers de l'armée dans cette région. À l'issue de la séance d'hier, les députés ont voté en vue de sa destitution. Écoutons le député de l'opposition, Grégoire Courreau. Les questions qui ont été posées au ministre de la Défense, ce sont des questions relatives à la situation de guerre à l'est du pays. Tout le monde sait que le pays est agressé par le M23, aidé par le Rwanda. Mais ce qui intéresse les députés, c'est la part de responsabilité des autorités congolaises dans tout ce qui nous arrive à l'est du pays. Parce que il y a des faits graves qui se sont produits et qui continuent à se produire à l'est là-bas. Ça veut dire qu'il y a par exemple la solde des militaires qui est détournée. Il y a par exemple des présomptions de haute trahison de la part de certaines autorités militaires parce que on constate par exemple que à chaque fois que les forces armées congolaises prennent le dessus sur la rébellion, eh bien, il y a des instructions qui viennent d'où exactement on ne sait pas, mais des instructions qui demandent que l'offensive soit stoppée et tout cela permet à l'ennemi de se réorganiser. Qu'a répondu le ministre de la Défense pour se défendre sur ce type de cas par exemple ? Le ministre de la Défense, il a tendance à tout lier en bloc et de dire que l'armée a des problèmes structurels dans la mesure où l'actuelle armée, ça veut dire le FARDC, c'est une armée qui est en fait la compilation de toutes ces armées des anciennes composantes politico-militaires et que bon, il y a un travail qui est en train d'être fait pour remettre de l'ordre dans tout cela. Certaines voix estiment que sa destitution risquerait finalement de conforter la rébellion dans l'est de la RDC. Nous ne pouvons pas raisonner comme ça. Ce qui compte pour nous, c'est que l'État congolais prenne finalement en charge et correctement la guerre à l'est du pays. Parce que la rébellion telle qu'elle se présente là-bas, elle pouvait être matée facilement par nos forces armées si le gouvernement était un gouvernement sérieux et correct. Mais en son sein, il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient de connivence avec l'ennemi. Voilà le problème. Alors à ce propos, le ministre de la Défense avait déjà été entendu à huis clos à l'Assemblée nationale début juin sur la mutinerie des officiers de l'armée au Nord Kivu. Quelles avaient été les conclusions de cette interpellation qui n'avait pas été rendue publique ? Oui, vous savez que l'interpellation en question avait eu lieu à huis clos et les questions qui avaient été posées, c'était les mêmes questions que maintenant. Il avait les mêmes questions qu'aujourd'hui, donc il y a vraiment aucune évolution. Le député congolais Grégoire Courreau était joint à Kinshasa. Suite au nouveau rapport onusien non publié affirmant que Kigali et Kampala continuaient d'appuyer le M23, le gouvernement congolais a demandé des explications à l'Ouganda en particulier, sachant que le Rwanda a déjà nié les allégations maintes fois.
Le rapport soutient que la chaîne de commandement du M23 inclut le général Bosco Ntaganda et qu'elle a à sa tête le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe. Alors que les deux pays visés nient tout en bloc, les rebelles du M23 continuent aussi de nier tout soutien étranger à leur cause et demandent des négociations directes avec le gouvernement congolais. J'ai joint à Kampala le porte-parole du M23, Bertrand Bisimwa. Et tout ce qui est contenu dans ce rapport, madame, il y a à boire et à manger là-dedans. Regardez par exemple, lorsque dans ce rapport, on dit que l'Ouganda nous assiste parce que l'Ouganda nous a servi d'espace pour nous organiser. Eh bien, les enquêteurs, ceux qui se disent enquêteurs, ils ignorent que nous sommes à Kampala sur invitation de la CIRGL pour venir négocier avec le gouvernement congolais. Le rapport qui a été conçu par les soi-disant enquêteurs a été fondé sur des rapports de services de renseignement qui sont teintés de propagande du gouvernement de Kinshasa et la commission s'est servie de ces éléments-là pour monter ce qu'il a appelé rapport contre l'M23. Le Rwanda a obtenu son siège au Conseil de sécurité, son siège non permanent au Conseil de sécurité. Donc ce rapport accuse l'Ouganda et le Rwanda de soutenir le M23. Vous êtes à Kampala dans le cadre de négociations indirectes avec le gouvernement congolais. Étant donné cette situation, comment pensez-vous possible les négociations aujourd'hui avec le gouvernement congolais? Nous pensons que la seule issue pour la crise actuelle, elle doit être pacifique et elle doit passer par le dialogue. Et nous demandons d'ailleurs qu'à ce dialogue-là, étant donné que le problème est national, à ce dialogue également qu'on associe l'opposition politique, notamment certains partis de l'opposition qui aujourd'hui, on les connaît, sont en difficulté aujourd'hui avec le pouvoir de Kinshasa, parce que le pouvoir de Kinshasa ne donne pas de l'espace à l'opposition pour s'exprimer. Le pouvoir de Kinshasa a confisqué la vérité des urnes. Le pouvoir de Kinshasa est aujourd'hui en difficulté pour sa mauvaise gouvernance. Alors, nous pensons que seul le dialogue est possible, seul le dialogue peut nous amener à la paix et nous y croyons profondément. Jean-Marie Rouniga, président du M23, aurait déclaré donc que le M23 serait prêt à rompre la trêve qui avait été demandée par le président ougandais en sa qualité de président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Alors, est-ce que vous confirmez cela? La trêve qui est observée actuellement sur le terrain, c'est une trêve de fait, qui n'est fondée sur aucun accord entre les deux parties. Nous sommes à Kampala, nous avons souhaité rencontrer le gouvernement congolais pour formaliser cette trêve. Alors, s'il arrive que cette trêve soit rompue par l'une des parties, eh bien, il va falloir comprendre qu'on n'aura pas violé un accord. C'était le porte-parole du M23, Bertrand Bisimwa. Nous avons tenté de joindre à plusieurs reprises hier le gouvernement congolais en vain. Comme chaque jour. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans le même temps, élu hier membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Son mandat doit durer 2 ans. Un résultat sans surprise, même si le Congo-Kinshasa a protesté, Karim Lebourg. L'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité, seul candidat dans son groupe, était assurée, mais juste avant le vote, la représentante de la RDC, Charlotte Malenga, a tout de même tenté de s'y opposer. En plus de son rôle de stabilisateur de la RDC, le Rwanda constitue aujourd'hui l'oasis de paix pour tous les criminels de guerre qui opèrent dans la partie orientale de la RDC. À ce titre, ma délégation objecte à ce que le Rwanda puisse faire partie du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Des propos rejetés par la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo. On n'a pas été surpris. Il y a beaucoup de frustration du côté congolais, mais vous savez, les crises à l'est du Congo, on n'en est pas la première. En tant que membre du Conseil de sécurité, nous sommes plutôt de la valeur ajoutée. L'organisation Human Rights Watch dit craindre que Kigali n'utilise sa position au Conseil de sécurité pour protéger les officiels rwandais contre d'éventuelles sanctions de l'ONU. Le Rwanda est aussi un pays apprécié aux Nations Unies, notamment pour sa contribution aux opérations de maintien de la paix au Darfour, au Sud-Soudan, en Haïti et au Libéria. Karim Lebourg, New York RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Polémique ne cesse d'enfler. À peine élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le Rwanda annonce qu'il envisage des poursuites judiciaires contre un groupe d'experts des Nations Unies. Dans un rapport confidentiel, ce groupe accuse et le Rwanda et l'Ouganda de conseiller et d'armer la rébellion du M23 contre les troupes de Kinshasa dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un premier rapport en juin, ces mêmes experts onusiens avaient affirmé disposer de preuves accablantes contre Kigali, mais le Rwanda continue de démentir. Je vous propose d'écouter Olivier Nduhungirehe, premier conseiller à la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU. Ce groupe d'experts n'a aucune crédibilité à produire un tel rapport pour les raisons que nous avons énumérées dans le passé. La première raison concerne le coordinateur du groupe d'experts qui a, avant même d'être nommé coordinateur de ce groupe d'experts, avait écrit un document où il disait que les FDLR ne sont pas des assassins, des génocidaires, mais des victimes du gouvernement rwandais et que notre gouvernement devait négocier avec les FDLR sous la pression internationale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est concernant le niveau et les méthodes de preuve utilisées par le groupe d'experts. Il n'y a aucune preuve matérielle qui a été fournie. On en revient aux mêmes allégations des témoins anonymes, des membres de l'armée congolaise, des officiers de renseignement, etc. Et aucune consultation du gouvernement rwandais n'a été faite par le groupe d'experts, alors que les méthodes de travail de ce groupe d'experts obligent ces groupes à consulter les gouvernements qu'il accuse avant de publier le rapport. Et donc, il s'agit d'une opération politique de la part de Steve Edge et les autres membres du groupe d'experts. Donc, Kigali dément, une fois encore, dément catégoriquement ces accusations, mais le rapport cible plus particulièrement le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe, présenté comme coiffant de facto la chaîne de commandement du M23. Et d'après un article du Guardian, le quotidien britannique, James Kabarebe est l'un des plus proches alliés du président Paul Kagame. Comment réagissez-vous? Il est clair par ces accusations que le groupe d'experts poursuit un objectif politique, puisque à chaque rapport, il y a une sorte de surenchère. Il y a eu l'additif qui a été publié en juin, où on disait que le Rwanda appuyait les M23. Maintenant, dans le nouveau rapport, on a atteint un nouveau stade en disant que le Rwanda a envoyé des centaines ou même des milliers de militaires au Congo et que le ministre de la Défense actuel est le cerveau de toute cette opération. Et donc, il est clair que le groupe d'experts, faute d'avoir de preuves sur quoi que ce soit, est en train de faire une campagne politique contre le Rwanda, contre le ministre de la Défense et en filigrane contre le président de la République. C'est ce que nous condamnons de toutes nos forces. Vous accusez donc ces experts de l'ONU d'avoir un agenda politique, mais est-ce que Kigali compte formellement contester ce nouveau rapport? Le problème qu'il y a avec le groupe d'experts, c'est que lorsque on les avait invités à venir au Rwanda en juillet, et puis on a fourni un rapport de 230 pages, mais le groupe d'experts a balayé d'un revers de la main ce rapport en disant que cette réponse n'a pas de valeur. Le Rwanda compte maintenant réfléchir à une action légale contre les activités du groupe d'experts, puisqu'il est clair que ce groupe d'experts ne veut pas consulter le Rwanda d'une manière, disons, honnête et contradictoire. Et donc le Rwanda est en train de réfléchir, puisque le rapport n'est pas encore sorti, mais on est en train de réfléchir à une action légale qui serait menée contre les auteurs de ce rapport. Olivier Nduhungirehe, premier conseiller à la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU, jointe à New York. Toujours selon lui, le rapport de l'ONU pointe également du doigt le parti d'opposition congolais, l'UDPS. Olivier Nduhungirehe à nouveau. Non, on n'a pas eu de contact avec l'Ouganda, mais le fait que l'Ouganda ait été impliqué maintenant dans le nouveau rapport du groupe d'experts est plus qu'une coïncidence, puisque l'Ouganda dit maintenant la conférence internationale des Grands Lacs, qui est en charge de la... Et donc, il est clair qu'on veut fragiliser le président Museveni, fragiliser le processus de paix qui est en train de discuter de la question. C'est une preuve supplémentaire qu'il s'agit d'une opération politique de la part du groupe d'experts. Et puis, il y a aussi une autre nouveauté dans ce rapport, puisque on ne se limite pas à accuser le Rwanda et l'Ouganda. On a accusé aussi le principal parti d'opposition au Congo, le l'UDPS, dirigé par Etienne Tshisekedi, d'avoir envoyé des
des émissaires au Nord Kivu pour rencontrer le président du M23, le pasteur Runiga. Et il se serait entendu, selon le groupe d'experts, d'ouvrir le front vers l'ouest, d'aller vers Kinshasa, de renverser le gouvernement en place et de mettre Étienne Tshisekedi au pouvoir. On a lu ça, on a été ébahis, bien sûr, puisque c'est complètement fantaisiste, ce genre d'alliance. Puisque l'UDPS est même a démontré lors de ces manifestations à Kinshasa et même à Bruxelles qu'ils étaient beaucoup plus virulents contre le Rwanda. Il y a même eu des jeunes Rwandais qui ont été agressés dans le métro par des jeunes combattants, entre guillemets, les jeunes combattants de l'UDPS. Olivier Nduhungirehe de la mission permanente du Rwanda auprès de l'ONU et réaction maintenant de l'UDPS qui nie catégoriquement toute rencontre avec les rebelles du M23, Albert Moleka qui se présente comme le directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi. Non, tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'UDPS n'a pas de contact avec un quelconque mouvement rebelle ou insurrectionnel. Jusqu'à présent, nous savons qu'il n'y a que le pouvoir en place qui a des contacts avec ces mouvements insurrectionnels, mais pas l'UDPS. Donc il n'y a jamais eu de contact avec des membres du M23 ? Non, de l'UDPS avec des mouvements insurrectionnels, avec les mouvements insurrectionnels dont vous parlez, il n'y a jamais eu de contact. Vous savez, l'UDPS est un parti organisé qui a des responsables et des personnes dûment mandatées pour s'occuper de la gestion du parti et des contacts à l'extérieur du parti. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que nous disons clairement nous n'avons pas eu et nous n'avons pas de contact avec les mouvements insurrectionnels. C'est le pouvoir qui a des contacts avec ces mouvements insurrectionnels, y compris FDLR. Ce nouveau rapport accuse le Rwanda et l'Ouganda. La RDC a demandé des sanctions contre ces deux pays. Comment réagissez-vous à cela ? Écoutez, encore une fois, le rapport final, vous dites bien qu'il est confidentiel, donc nous n'en avons pas pris connaissance. Et quant aux responsabilités de pays extérieurs par rapport à ce conflit à l'Est, n'oubliez pas que la genèse de ce conflit est un problème au sein de la majorité présidentielle. On a un peu tendance à oublier que la genèse, c'est un conflit avec le CNDP, qui était membre de la majorité présidentielle. Donc il faut faire assez attention, ne pas créer d'Alzheimer politique, si je puis dire, dans la tête des gens. Il faut voir la genèse de ce problème, partait d'un problème au sein de la majorité présidentielle. Et ce genre de rapport, je crois que le Conseil de sécurité doit se prononcer sur ces rapports. Et je crois que la sagesse commande qu'on attende le point de vue du Conseil de sécurité. Vu que ce sont des experts des Nations Unies, ils rendent leur rapport à leur hiérarchie, si je puis dire. Quant à la hiérarchie, elle peut l'approuver ou la rejeter ou l'approuver en partie. Et ça, c'est à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut faire des commentaires. Sinon, on fait des commentaires sur un rapport, mais qui n'est même pas encore accepté ou rejeté ou amendé. Albert Moleka de l'UDPS joint à Kinshasa. Voilà pour ce dossier Rwanda-RDC, mais nous restons en RDC